Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yallah le podcast. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Là, il s'avère qu'on est dans la transition hivernale et les jours deviennent de plus en plus courts et je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous et beaucoup de femmes. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce nouvel épisode sur la charge mentale. Parce que ça concerne de nombreuses femmes, et vous savez, c'est cette impression constante d'avoir 1000 choses à penser, à gérer, et de ne jamais pouvoir poser ses valises. Donc on va aborder les origines historiques et culturelles de cette charge, on va explorer les répercussions sur la santé physique et mentale, et en particulier sur le système nerveux et les hormones. Et enfin, on va examiner les enjeux économiques et sociaux, ainsi que le rôle des réseaux sociaux sur cette charge mentale. Parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup parler de l'impact des réseaux sociaux sur notre vie, parce qu'il y a un impact délétère, et j'aime bien appuyer mes discussions sur les récentes recherches neuroscientifiques et psychologiques avant de proposer des solutions pour que vous ayez du sens à tout ce qui vous arrive. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la charge mentale ? Eh bien, c'est un terme qui est devenu familier grâce à Monique Eco, qui est une sociologue française, qui l'a théorisé dans les années 80 à peu près, et elle représente cette charge mentale une tâche cognitive invisible qui est liée à la gestion quotidienne des responsabilités domestiques et familiales. En somme, c'est cette deuxième journée que les femmes assument souvent en parallèle de leur activité professionnelle. Et c'est un concept qui dépasse la simple répartition des tâches parce qu'il englobe la planification mentale, l'anticipation et la supervision de toutes les tâches du quotidien. Alors pourquoi j'ai voulu axer cet épisode autour des femmes? Alors non pas parce que j'ai envie de pointer du doigt les hommes et les rendre mauvais dans cette situation, pas du tout, mais c'est surtout en fait pour que les femmes puissent enfin reconnaître les signes et se valoriser dans ce qu'elles traversent. Parce que bien souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive lorsqu'ils vont pas bien. Et lorsque c'est de la charge mentale, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre de leur état. En plus, dans ce cas précis, les femmes, elles se retrouvent à penser pour deux, pour trois, voire même plus. Elles pensent aux courses, elles pensent aux rendez-vous médicaux, aux devoirs des enfants. Et tout ça, ça constitue une charge cognitive importante et constante qui va générer un stress immense et un épuisement. Alors on peut se demander d'où vient cette charge mentale et on a raison de se poser les questions de son origine. Eh bien, la charge mentale, elle repose sur des fondements culturels profondément ancrés dans les sociétés occidentales. En Europe, la société patriarcale, elle a longtemps assigné aux femmes le rôle de gardienne du foyer, même lorsqu'elles accèdent progressivement à des postes dans le monde professionnel, donc à des niveaux de poste très importants. En France, par exemple, l'image de la mère au foyer, elle est restée dominante jusqu'au milieu du XXe siècle, et ça a renforcé cette idée que la sphère domestique, elle devait rester l'affaire des femmes. Dans les pays anglo-saxons, parce que je vous parle un peu de l'Europe, bien que le féminisme il ait émergé plutôt avec des vagues militantes dans les années 60 et 70, la double journée des femmes, elle est devenue une norme silencieuse. Alors cette norme silencieuse, elle est décrite dans The Second Shift en 1989 aux États-Unis et elle montre que même lorsque les femmes, elles travaillaient à plein temps, elles assumaient encore la majorité des tâches domestiques. Il y a des publications récentes dans les revues comme Gender, Work and Organization qui continuent de souligner cette inégalité dans la répartition des responsabilités domestiques dans les foyers occidentaux. Alors, d'un point de vue médical et neuroscientifique, cette charge mentale, elle est loin d'être anodine. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que là, vous avez compris les origines. C'est une construction sociétale, d'accord ? Les hommes et les femmes, ils n'y avaient pas pensé avant, hein ? Ils étaient dans leur train-train de vie quotidien, avec des tâches allouées en fonction de l'équilibre de couple et de ce qui leur paraissait convenable pour eux, d'accord ? Mais la société, elle s'en est mêlée. Et ce que j'entends par la société, il y a les gouvernements, il y a ce qui devient acceptable ou non par la norme, par les bien-pensants, etc. Et donc, d'un point de vue médical et neuroscientifique, c'est pas anodin.
Et les gens ont commencé à s'y intéresser. Et il y a une étude publiée dans le Journal of Neuroscience qui a montré que l'accumulation chronique de stress propre à la charge mentale vient modifier la structure et le fonctionnement du cerveau. Alors comme vous le savez maintenant, à chaque fois je vous le redis dans chaque épisode, le stress, qu'est-ce qu'il vient faire ? Lorsqu'il est constant, il active le système limbique et en particulier l'amygdale qui régule les émotions et le stress, et il vient affecter également le cortex préfrontal qui est responsable de la planification et de la prise de décision. Ce qui donne à long terme une surcharge cognitive qui va entraîner une augmentation des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui va devenir donc en excès et qui peut causer des dommages au système nerveux central. Et les recherches publiées récemment, elles ont mis en lumière un lien direct entre des niveaux élevés de cortisol et un risque accru de dépression nerveuse, d'anxiété et des maladies neurodégénératives. Donc là, on est vraiment dans le sérieux, parce que quand une femme, elle commence à dire qu'elle est pas bien, qu'elle est stressée, qu'elle est overwhelmed, qu'elle se sent sous l'eau, etc., bien souvent, on lui dit « Oh, c'est dans ta tête, organise-toi différemment ». Sauf que lorsque on arrive à cet état-là, le stress, il est déjà bien installé. Et ce stress chronique, il altère également le fonctionnement des circuits hormonaux, et notamment l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et cette perturbation, elle a des effets directs sur le cycle menstruel des femmes. Oui, parce que pendant les périodes de menstruation, les fluctuations des oestrogènes et de la progestérone, combinées au stress, ça va intensifier les symptômes prémenstruels, comme l'irritabilité, la fatigue, des douleurs physiques accrues, et il y a même des femmes qui se sentent réellement dépressives en syndrome prémenstruel. Et il y a une étude parue dans le Journal of Women's Health qui a montré que les femmes qui souffrent de charge mentale importante, elles ont des cycles menstruels beaucoup plus irréguliers et douloureux que les femmes qui n'en souffrent pas, ainsi qu'un risque accru de troubles hormonaux tels que le syndrome des ovaires polykystiques. Vous imaginez les femmes SOPK, comment elles se sentent ? Les femmes qui souffrent de ça ? Et bien souvent, elles ont du mal à se faire diagnostiquer, ne serait-ce que se faire entendre, d'ailleurs. Donc la base de la base. Il y a un autre aspect crucial des effets de cette charge mentale qui est très souvent négligé, c'est la façon dont elle affecte les femmes en tant qu'individus, les poussant à une forme de perte de soi. Lorsque les femmes, elles sont constamment prises dans cette gestion invisible du quotidien, elles s'oublient elles-mêmes. Et elles deviennent en fait plus que des gestionnaires du foyer ou des responsables professionnels. Et c'est un sentiment de dilution de leur propre identité qui va engendrer des conséquences profondes, notamment sur la libido, l'isolement social et le bien-être psychologique. En gros, qu'est-ce que ça signifie ? Bien, ça signifie que lorsqu'elle est constante, cette charge mentale, elle va réduire significativement la libido. Parce que le stress et la fatigue diminuent l'énergie disponible pour des moments intimes, ce qui va créer un cercle vicieux. Le manque de désir va nourrir des tensions au sein du couple et ça va aggraver encore plus la charge mentale. D'ailleurs, des études publiées dans le The Journal of Sexual Medicine ont démontré que le stress chronique est un facteur majeur de baisse de la libido en raison de la perturbation des hormones telles que l'ocytocine et la testostérone qui jouent un rôle clé dans le désir sexuel. Et l'isolement social, c'est une autre conséquence majeure. Les femmes absorbées par leur rôle multitâche, elles n'ont souvent plus le temps ou l'énergie de maintenir des relations sociales. Donc, elles vont se couper de tout ça et ainsi d'un éventuel réseau de soutien. Vous voyez, donc c'est vraiment un cercle vicieux puisque elle a encore plus de charge mentale parce qu'elle a moins de libido, parce qu'elle a moins de temps pour avoir des moments d'intimité avec son conjoint. Et lorsqu'elle a moins de temps, elle se dit « tiens, je vais m'isoler, j'aurai peut-être plus de temps ». Mais en réalité, c'est le chien qui se mord la queue. Parce que cet isolement, il va renforcer le sentiment d'épuisement et de solitude. D'accord ? Plus le réseau social il est restreint, plus ça va accroître la vulnérabilité à l'anxiété et à la dépression. Et en parlant de dépression, le lien entre la charge mentale et les troubles de l'humeur, il est très très bien établi. Comme vous le savez, le stress constant, combiné à un sentiment de manque de reconnaissance,
ça entraîne la dépression nerveuse. D'ailleurs, il y a une étude parue dans The Lancet Psychiatry qui a montré que les femmes qui souffrent de surmenage mental sont 2 fois plus susceptibles de développer des épisodes dépressifs majeurs. Et on a bien dit des épisodes, au pluriel, pas qu'un. Et la conséquence la plus difficile, je trouve, c'est le burn-out. C'est une autre conséquence directe et ça touche de plus en plus de femmes. Surtout celles qui combinent une carrière professionnelle exigeante avec une gestion quotidienne du foyer. Le burn-out, il est souvent perçu comme un phénomène professionnel qui a également des racines domestiques, mais on sait très bien qu'il y a des femmes qui vont choisir de rester avec leurs enfants et qui vont quand même faire un burn-out, d'accord ? Quand je dis quand même, c'est parce que dans la tête des gens, une femme au foyer, en fait, elle est en vacances. Je vous assure que c'est un truc de fou. Il y a encore des gens qui pensent que lorsque vous êtes une femme qui choisit d'élever ses enfants, en fait, vous faites rien de la journée. Comme si ces enfants, ils vont s'élever tout seuls, comme si ils allaient ne jamais tomber malades, de toute façon, vous le savez. Et il y a des études qui démontrent aujourd'hui que le burn-out parental et domestique, il est en nette augmentation avec des répercussions sur la santé physique et mentale des femmes. Donc, enfin, pour ceux qui oseraient le remettre en question, nous avons des études qui montrent que le surmenage domestique associé à la pression de réussir dans son foyer ou professionnellement, selon ce qu'on a choisi, ça épuise les ressources mentales et physiques, ce qui va conduire à un épuisement total qu'on appelle le burn-out. On a bien vu qu'au cours de ces dernières décennies, les recherches neuroscientifiques sur la charge mentale, elles se sont multipliées, ce qui est très très bien face aux détracteurs. En Europe, d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par l'Université de Louvain et qui a été publiée dans la revue Cortex. Cette étude, elle a utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRM, pour observer les effets de la charge mentale sur le cerveau des femmes. Et les résultats montrent une hyperactivation du cortex pariétal, qui est une région impliquée dans la gestion du multitâche et de la concentration. Ce qui, à long terme, va provoquer une réduction de l'efficacité cognitive parce que elle est suractivée, cette aire, d'accord ? Ce qui va expliquer la sensation d'épuisement et de surcharge mentale, et les femmes, elles vont dire « je comprends pas, j'ai de plus en plus de trous de mémoire ». Mais en fait, c'est pas que vous avez des trous de mémoire, c'est que votre cerveau n'a plus la place pour pouvoir encaisser tout ça. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a des travaux qui ont montré que la charge mentale combinée à d'autres facteurs de stress, comme les exigences professionnelles et familiales, elles augmentent significativement le risque de troubles de l'humeur. Et donc, le risque de troubles de l'humeur, ça va aussi impacter quoi ? La thyroïde, d'accord ? Et l'équipe de recherche, elle a souligné que la charge mentale, elle va exacerber les troubles anxieux et contribuer au développement de symptômes dépressifs majeurs chez les femmes qui veulent être au top à tous les niveaux. Alors, pourquoi ? Parce que elles veulent jongler et elles doivent jongler entre leurs responsabilités professionnelles et domestiques pour certaines et pour les autres, elles ont la charge entièrement domestique de la maison, d'accord ? Et donc elles voient leur progression en tant qu'individu complètement freinée. D'ailleurs, au niveau professionnel, on voit qu'il y a un plafond de verre qui persiste et il est alimenté par des interruptions de carrière si elles ont envie de s'occuper de leurs enfants ou ne serait-ce que lorsque elles vont accoucher. On voit même des recruteurs encore poser la fameuse question: est-ce que vous voulez encore des enfants? Est-ce que vous comptez en avoir? Et être intrusif et leur indiquer de manière détournée que si c'est le cas, ils vont pas les recruter. Donc, vous voyez, ce plafond de verre, il existe bien au niveau des fonctions, mais aussi au niveau des rémunérations. Et donc, ces dynamiques qui sont complètement toxiques, elles vont avoir un impact direct sur les inégalités salariales et l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Imaginez-vous, elles ont ça à gérer, mais elles ont l'autre point de vue sociétal qui impose l'inégalité au sein des foyers. Pourquoi ? Parce que la gestion du foyer, elle repose encore principalement sur les femmes. Les hommes, ils peuvent, sans nécessairement en être conscients,
bénéficier d'un surplus de temps et d'énergie pour se consacrer à leur propre carrière et à leurs loisirs. Alors quand je dis sans nécessairement en être conscient, c'est parce qu'en fait la société elle est comme ça. Voilà. Le lundi je vais au foot, le mercredi je vais au foot et le samedi il y a foot avec les copains et le dimanche il y a match. Vous voyez ? Où il y a tennis ou squash, etc. Mais pendant ce temps-là, s'il n'y a pas les moyens financiers qui suivent derrière pour avoir une nounou, une femme de ménage, c'est la femme qui va toujours être à la maison et donc être isolée. Et la société, elle va encore valoriser ça. D'accord ? Et elle va encore pointer du doigt et stigmatiser les couples qui décident de vivre autrement. Cette inégalité, elle va créer des tensions dans la relation de couple et une désaffection émotionnelle, en affectant la dynamique familiale dans son ensemble. Pourquoi ? Parce que la femme, au bout d'un moment, elle va s'enlacer, elle ne sera plus amoureuse. Elle va être tellement fatiguée qu'elle va se désintéresser totalement de son couple, elle va désinvestir son couple pour pouvoir avoir de l'énergie pour autre chose. Et oui, parce que nous ne sommes pas des robots. Contrairement à ce que la société vous renvoie, nous ne sommes pas des robots. On peut pas être à 200% dans chaque aspect de notre vie. C'est pas possible. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, ils jouent un rôle qui est vraiment hyper toxique et malsain, je trouve, à ce niveau-là, parce que ça va venir exacerber la charge mentale des femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils imposent une image idéalisée de la femme parfaite. Multitâche, élégante, épanouie, capable de gérer son foyer et sa carrière sans faillir, alors que derrière, il y a souvent de l'aide, ou alors c'est souvent des stories de 15 secondes qu'on vous montre sur une journée de 24 heures, où on va cacher la réalité des choses, et on va montrer des corps qui vont renvoyer ce qui est une norme de corps. Il y a de plus en plus de nudité aussi sur les réseaux sociaux, ce qui fait que les femmes qui ont de la pudeur ou qui vont être mal à l'aise avec leur corps, elles vont se sentir mal, avec une surcharge en plus, en se disant je ne ressemble pas à ce que je vois et à ce que je serais capable éventuellement de faire. Et il y a des études publiées dans des revues comme la Cyber Psychology, Behavior and Social Networking qui montrent que cette pression sociale en ligne, elle crée une réelle dissonance cognitive chez les femmes. Et oui, parce qu'elles vont accentuer leur sentiment d'échec lorsqu'elles ne parviennent pas à répondre à des standards qui sont en réalité irréalistes. Et il y a aussi un truc dont les gens ont peur de parler, et moi, franchement, je trouve ça hallucinant d'avoir peur d'en parler, c'est le féminisme toxique. Les gens, ils aiment pas ça. Ils aiment pas qu'on leur dise que le féminisme peut être toxique. Ils détestent ça, alors que c'est une réalité. Il y a des publications qui ont analysé comment certaines formes de féminisme, en voulant encourager l'indépendance et l'émancipation des femmes, elles en viennent à renforcer la charge mentale. Parce que elles vont démontrer que les femmes, elles doivent être autonomes dans tous les aspects de leur vie, sans aide et sans compromis. Vous imaginez ? Donc ça veut dire que celle qui voit ça, elle va avoir un fardeau supplémentaire dans la tête. Ça va lui créer une injonction à la performance qui, paradoxalement, ça va aller reproduire les schémas de domination sous une autre forme. D'accord ? Parce que en étant féministe toxique, qu'est-ce qu'on dit aux femmes ? Tu n'as pas besoin d'hommes. Tu n'auras jamais besoin d'hommes, et tu peux pas compter sur les hommes, et tous les hommes sont des salauds, et tous les hommes trahissent, et tous les hommes ci, et tous les hommes ça. Et donc, qu'est-ce que ça provoque ? Une dissonance cognitive de plus. C'est terrible, parce que là où le féminisme est bon pour les droits des femmes, pour leur liberté, etc., il est complètement toxique lorsque ces mêmes féministes se taisent, lorsque certains groupes de femmes, et je pense aux femmes voilées, souffrent, ou lorsque on invisibilise des femmes d'une certaine catégorie sociale qui sont battues, on n'en parle pas du tout, ou lorsqu'elles viennent de certaines origines, on n'en parle pas du tout non plus, donc elles ont cette charge mentale supplémentaire. D'accord ? Et ça, on n'en parle pas. Et c'est pourtant du féminisme toxique. Ça veut dire qu'il est valable uniquement pour une certaine catégorie de femmes. Et les autres, elles ont qu'à se débrouiller avec leur charge mentale.
D'accord? C'est là où il est toxique. Et lorsqu'il détruit complètement la vision qu'ont les femmes de l'homme. En fait, il y a un féminisme toxique qui impose un standard de ce que l'homme doit être vis-à-vis de sa nana. Alors qu'elle-même, elle l'a choisi comme ça et ça lui plaît et elle est amoureuse et ils sont heureux tous les deux. Hein. Et donc, cette femme, je sais pas moi, si elle veut qu'il soit plombier et qu'il rentre jamais dans sa cuisine et que c'est comme ça qu'elle est équilibrée, elles vont aller lui dire « Ah non, tu rigoles ou quoi ? Ah non, là t'es pas une bonne femme parce qu'il doit rentrer et partager la cuisine avec toi. » Vous voyez, c'est en ça que le féminisme exacerbé, il est toxique. C'est parce que, en fait, ça vient toucher à l'équilibre que deux individus ont mis en place avec bonheur, avec respect, avec compréhension, etc. C'est là que ça devient dangereux. Parce qu'on va pointer du doigt les hommes en les séparant totalement des femmes et en faisant des ennemis. Alors qu'en réalité, on doit les réconcilier, les deux. Parce qu'il y a eu tellement de choses difficiles à traverser, parce que effectivement, il y a du patriarcat, qu'il faut réconcilier les deux. Enfin, il y a pas, tous les hommes ne sont pas à jeter à la poubelle, comme toutes les femmes ne sont pas à jeter à la poubelle. Moi, comme vous le savez, j'ai pas de langue de bois et je m'affirme là-dessus. Et c'est pour ça que je voulais vous parler, enfin, faire une petite partie sur ce féminisme très toxique, je trouve. Bon, en tout cas, je vous ai exposé tout ça, mais il y a des solutions pour alléger la charge mentale. Mais avant ça, en fait, il faut bien que la personne se situe au milieu de tout ça. Et il faut bien qu'elle comprenne, surtout lorsqu'elle a une origine différente du pays dans lequel elle vit, que la charge mentale, elle peut aussi être liée à cette double culture. Vous voyez, les femmes qui sont d'origine, par exemple, maghrébine, asiatique, russe et qui vivent en France, elles vont avoir une charge mentale supplémentaire liée à la culture. Parce que, en plus, on va leur imposer d'être dans une seule culture. Et ça, c'est impossible pour un être humain. D'accord ? Et on va les pointer du doigt et les mettre à l'index si elles ne font pas comme la bien-pensance veut qu'elles fassent. Donc, c'est invisible tout ça. C'est complètement invisible. Lorsque vous voyez à la télé toute la journée des gens parler du hijab, de la abaya, etc., et puis qu'après ils sont là. Non, mais en fait... les jupes courtes, c'est bon, hein. Mais on est pour le droit des femmes. Mais si t'es pour le droit des femmes, si tu veux pas qu'elles aient une charge mentale, lâche-leur la grappe, en fait. Laisse-les s'habiller comme elles veulent. Ah ben non. Toutes, mais pas celles qui veulent porter le voile ou la abaya ou une jupe longue. Et on voit maintenant des choses, mais vraiment affolantes se passer. C'est-à-dire que si une jeune fille qui est même pas de confession musulmane, elle porte une jupe longue, on va aller la voir à l'école et lui dire non, elle est trop longue ta jupe. On a l'impression réellement que dans ce pays aujourd'hui, on veut dénuder les jeunes filles, de plus en plus jeunes en plus, hein, d'accord ? Et donc ça veut dire qu'on leur instaure dans la tête une charge mentale de plus en plus tôt. C'est-à-dire que les jeunes filles, elles n'ont pas que la charge normale en fait de leur âge, d'aller à l'école, d'avoir des amis, de se construire, etc. Elles ont en plus la charge de si tu t'habilles trop court, t'es pas une nana bien, mais il faut quand même s'habiller un peu court parce qu'il faut pas que tu sois extrémiste, mais il faut pas porter le hijab, pas la abaya, mais on veut pas avoir de signes distinctifs, mais pas si, mais attendez, ils sont noyés les gosses. Et après, on leur ajoute d'autres choses, genrées, pas genrées, on leur dit, voilà, il faut accepter ci, mais pas ça, et il y a des non-sens toute la journée. Parce qu'on leur dit d'accepter une certaine partie de la population, mais une autre, non. C'est un non-sens, hein. Vous êtes d'accord avec moi? On va vous dire, non, pas de discrimination sur ce groupe de personnes, mais l'autre groupe de personnes, c'est pas grave, hein, si on fait de la discrimination, il n'y a pas de problème, hein. Alors, imaginez quand la jeune fille, elle est porteuse d'un handicap. Et si elle est porteuse d'un handicap invisible, je vous explique même pas la construction difficile. Parce que il y a aussi l'effet de groupe qui va venir taper dans cette charge mentale que cette jeune fille, elle a, alors qu'elle est dans sa construction en tant qu'individu, mais au milieu de la société. Donc, ce qui est intéressant de regarder lorsque vous voyez des propos un peu orduriers sur les femmes, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles ont le droit de faire, pas faire, etc., c'est d'observer qu'en général, ce sont des hommes qui ont ces propos-là.
Vous voyez, c'est comme lorsqu'on va parler de l'avortement, c'est des hommes qui vont en parler. Alors, je sais pas, moi je savais pas que les hommes avaient un utérus, par exemple. Donc je vois pas en quoi des hommes vont décider pour une femme. Comment elle va s'habiller, comment elle doit pas s'habiller, si elle va avorter, si elle va pas avorter, si elle a le droit de se plaindre lorsqu'elle a ses règles, si elle a le droit de ci, de ça. Alors, vous imaginez même pas lorsqu'elle veut allaiter. Ou lorsqu'elle veut allaiter assise dans un parc. Non mais on a vraiment en fait des sociétés qui sont délétères pour les femmes et qui vont leur envoyer une charge mentale de dingue. D'accord ? Et si elles décident de prendre un congé maternité ? Voilà, parce qu'aujourd'hui, la femme qui est bien vue, c'est celle qui pose son enfant de 4 semaines, 5 semaines à la crèche ou chez la nounou. Et c'est très valorisé. Ah, je reprends le taf 1 mois après l'accouchement. Son utérus, il s'est même pas remis correctement. Et il est même pas remis à sa place. Elle a même pas eu le temps de respirer, d'avoir son retour de couche, que la société lui impose de retourner au travail et de se séparer de son enfant. C'est quand même fabuleux. Même les animaux, ils se séparent pas de leur progéniture au bout d'un mois. Vous voyez, on va contre nature. Et plus on va contre nature, lorsque ça n'est pas choisi, attention, hein, et ben plus on en tombe malade, plus ça crée une charge mentale. Il y a des femmes à qui ça va très bien d'avoir des enfants et les déposer à la crèche 3 semaines après l'accouchement, 6 semaines après, 1 an après. D'accord ? Et il y a des femmes à qui ça ne va pas. Mais c'est le fait que ce soit imposé de l'extérieur qui pose problème. La décision, si elle appartient qu'à la femme, c'est tant mieux. Si elle a, étudié tous les pour et contre dans sa vie à elle. D'accord ? Mais lorsque c'est imposé de l'extérieur avec une pression énorme, c'est là où le bas blesse. Alors, face à ce constat, qui est malheureux quand même, en 2024, et on a des solutions qui s'offrent à nous, bien sûr. Et il est crucial d'agir à plusieurs niveaux, d'accord ? Au niveau individuel, c'est important que les femmes apprennent à déléguer et à accepter de ne pas tout contrôler dans leur vie. Je sais que c'est compliqué, selon en plus le passif que ces femmes ont eu, si elles ont été, maltraitées dans l'enfance, pas valorisées, si elles ont des blessures, etc. Elles vont être dans le contrôle. Et c'est pour ça qu'une des clés, c'est d'apprendre à externaliser les responsabilités et d'apprendre à déléguer et à demander de l'aide. Parce que lorsqu'on demande de l'aide, en général, il y a des gens autour de nous qui vont être vraiment bienveillants. Et lorsque c'est au sein du couple, c'est primordial de communiquer et de redistribuer les tâches domestiques de manière plus équitable, ou en tout cas de dire, voilà, j'ai besoin de toi à ce niveau-là. Moi, j'ai même vu en accompagnement des femmes avec des charges mentales de dingue parce que le conjoint, tenez-vous bien, en plus de ne rien faire à la maison, il ne travaille pas. C'est-à-dire que le gars, il est là comme un figurant. Voilà. C'est un figurant dans la vie de cette femme. Donc, il travaille pas, il fait jamais les courses, il rentre donc pas d'argent, et par-dessus le marché, il est exigeant. Et il va pas aider. Vous imaginez ? Donc en fait, cette femme, elle va lui donner de l'argent. Et elle va se retrouver sous emprise d'un cercle vicieux comme ça pendant des années, où il est impossible de communiquer et de discuter, parce que il est tout puissant. C'est pour ça que c'est important de bien définir les choses dès le départ, avant de se mettre en couple. Et oui, parce que au niveau sociétal, les politiques publiques, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles font pas la promotion des structures qui permettent un meilleur équilibre travail-vie privée. C'est tout le contraire. Donc, ces politiques publiques, elles doivent promouvoir ces structures avec des congés parentaux plus équilibrés et des horaires de travail beaucoup plus flexibles. Parce que ça va permettre à cette femme, justement, de s'y retrouver entre ces 2 journées, cette journée au travail et cette journée à la maison. Et d'ailleurs, il y a certaines initiatives scandinaves, par exemple, qui ont prouvé l'efficacité de telles politiques pour alléger la charge mentale des femmes. En fait, quand on étudie bien, quand on permet à une femme de travailler, par exemple, à distance ou de travailler avec des horaires plus flexibles, de s'organiser, en fait, elle-même et de proposer cette organisation à son manager et ils en discutent, etc., on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus surtout de sérénité vis-à-vis et de la vie professionnelle et de la vie à la maison.
Alors, je pense que la société française, elle est pas prête de généraliser ça. Je sais qu'il y a des entreprises, notamment des entreprises gérées par des femmes, qui le proposent, mais c'est pas du tout généralisé. On est loin de là. Et alors, le troisième point, c'est au niveau des réseaux sociaux dont je vous parle régulièrement. C'est qu'il est crucial de repenser les modèles de représentation des femmes. Promouvoir des modèles plus réalistes, plus diversifiés et qui vont valoriser l'équilibre et la santé mentale plutôt que la performance à tout prix. Ce qui va forcément contribuer à atténuer cette pression invisible. Parce que les réseaux sociaux, ils vous montrent quoi? Une nana qui se lève à 5 heures du matin tout le temps, qui a le temps d'aller faire son sport, qui a le temps de prendre un petit déj de fou, qui a le temps de prendre sa douche, d'emmener ses enfants. Et genre, tout se passe bien, vous voyez? Il n'y a pas d'enfant qui pleure, il n'y a pas d'enfant qui est malade, il n'y a pas d'enfant qui fait une crise, alors que ça nous est tous arrivé, pardon. Vous voyez à chaque fois un décor de rêve, mais il y a une femme de ménage qui est là. Et donc, c'est la promotion d'une espèce de perfection et de « tu dois me ressembler si tu veux être bien ». Ça, c'est terrible. Alors, on voit quelques personnes qui sont créatrices de contenu revenir à autre chose ces derniers temps et montrer un petit bout de linge qui pend, vous voyez, montrer des cheveux qui sont pas forcément propres, etc. et dire qu'elles sont sous l'eau. Mais sinon, pendant des années, les femmes ont assisté à quelque chose de délétère tous les jours en étant sur les réseaux sociaux. Et ce que vous avez aussi sur les réseaux sociaux, c'est que l'algorithme, il montre aussi tous les commentaires négatifs en premier. C'est-à-dire qu'on va vous montrer le commentaire qui va le plus, en fait, correspondre à ce que vous regardez toute la journée. Et donc, vous pointez du doigt. Parce que tout est calculé, hein, d'accord ? Et ça, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. C'est dur à voir parce que les femmes, elles souffrent, elles pleurent, elles se remettent en question. Alors qu'en réalité, les réseaux sociaux, c'est vraiment pour moi, quand on raconte sa vie, etc., c'est vraiment une interface qu'il faut pas prendre au sérieux. Parce que les gens vont vous montrer que ce qu'ils veulent bien vous montrer. Et vous avez bien vu qu'il y a des gens, en fait, qui cachent une grande partie de leur vie. Et cette grande partie, des fois, elle est vraiment horrible. C'est-à-dire qu'elle cache des violences conjugales, elle cache parfois des syndromes où, c'est le syndrome de Diogène, voilà, où les choses s'entassent, ou alors il y a des moisissures dans la maison, etc. Et ça se découvre sur ce qu'ils appellent du buzz. Et c'est horrible aussi pour la personne qui va le vivre. Donc c'est pour ça, moi, au niveau des réseaux sociaux, je vous conseille vraiment de prendre du recul dans ce que vous voyez. D'accord ? Vous voyez bien que la vie de tous les jours, lorsqu'on a une vie entre guillemets, vous savez, qui est standard avec des revenus classiques, on peut avoir du bazar à la maison, vide le lave-vaisselle, on a des piles de linge, des fois on est fatigué, des fois on n'a pas envie de se maquiller, etc., etc. C'est à ça en fait que vous devez revenir, à chaque fois que vous vous dites non, je dois être comme ça, comme ce qu'on me propose. Bien évidemment qu'on peut améliorer sa vie, et je vous ai donné plein de moyens d'améliorer des axes de votre vie et ça c'est hyper bénéfique, mais il faut le faire pour soi, pas pour ressembler à quelqu'un d'autre. D'accord ? Et ça, les filles, je compte énormément sur vous pour vraiment vous mettre dans la tête que vous êtes des femmes extraordinaires et que ce que vous améliorez, ce sera toujours venant de vous et pas pour plaire aux autres. Parce qu'on en revient toujours à la même chose en réalité. Si on fait les choses par rapport à l'extérieur de soi, on en tombera malade. Et ça nous correspondra pas. On ne sera pas aligné. Alors que si nos mots, nos actions sont alignés avec ce que l'on souhaite être, là, on va développer une vie sereine, équilibrée et équilibrante. En somme, la charge mentale des femmes, c'est vraiment un phénomène complexe qui résulte d'interactions entre des facteurs culturels, économiques, hormonaux et sociaux. Ça va affecter profondément leur bien-être physique et mental en ayant des répercussions économiques, intrafamiliales, sociétales de très grande ampleur. Et en reconnaissant cette réalité, et en proposant des solutions concrètes sur le plan individuel et collectif, on peut tous alléger ce fardeau des femmes qui sont pas bien, qui sont sous l'eau et qui cherchent des solutions. Alors pourquoi elles sont pas bien ? Parce qu'en fait c'est invisible.
On peut pas le quantifier. Elles ont du mal à le quantifier. Souvent, quand on les accompagne et qu'on leur quantifie tout ce qu'elles font dans la journée, c'est là qu'elles s'en rendent compte. Mais elles ont tellement pris l'habitude d'agir comme des robots qu'elles sont vous savez, défragmentées, dissociées d'elles-mêmes. Il y a une part pour les enfants, il y a une part pour le conjoint, il y a une part pour les copines, une part pour le boulot, mais la part pour soi, elle est où ? D'accord ? Et la part de bonheur individuel et d'épanouissement individuel, elle est où ? Vous voyez ? Parce que c'est ça la clé. C'est que si toutes ces tâches-là, elles sont réalisées dans la sérénité et dans le bonheur individuel et l'épanouissement, c'est cool. Mais c'est à partir du moment où ça l'est pas que ça devient problématique. Et en plus, encore une fois, je vous le répète, c'est invisible. Et c'est invisible aussi parce que les gens veulent pas en entendre parler. Soyons clairs à ce sujet. Les gens ne veulent pas entendre parler de charge mentale chez les femmes, d'accord ? Et en plus, ils valorisent avec une certaine perversité lorsqu'elles croulent sous les choses, d'accord ? Ah, tu galères, tu cours là, à gauche, à droite, et puis en même temps t'es enceinte, ou alors, et puis en même temps tu viens d'enterrer ta tante, ta grand-mère ou ton père. Waouh, quelle reconnaissance et tout. Non mais vous vous rendez compte ? Waouh. Non, pas waouh. Non, pas du tout. À ce moment-là, on propose à la personne de s'asseoir, si on peut l'aider, si ne serait-ce que discuter autour d'un café, ça lui ferait du bien. Mais arrêtons en fait cette hypocrisie qui est toxique et qui valorise une femme qui croule sous les tâches et sous un agenda qui est infernal. Voilà, parce que à 50 ans, elle va faire un AVC à cause de tout ça. Ou alors elle va déclencher une maladie auto-immune, ou alors elle va déclencher un cancer, ou de la pression artérielle, etc., etc. En tout cas, vous l'aurez compris et vous le savez, je suis vraiment pour l'équilibre mental des gens. Je suis pour que les gens s'épanouissent, se révèlent et qu'ils voient la beauté de la vie. C'est ça en fait. Et donc c'est pour ça que je voulais vous parler de cette charge mentale uniquement consacrée aux femmes. Alors bien évidemment, j'en ferai une consacrée aux hommes, mais c'est parce que c'est vrai, ça me tient à cœur que les femmes prennent conscience de leur valeur, prennent conscience qu'en fait elles portent l'humanité en elles, qu'elles sont vecteurs d'humanité, que ce sont des guerrières, que ce sont des femmes qui nous ont précédées, qui ont changé la face du monde également, d'accord ? Et que les femmes qui croulent sous cette charge mentale, elles sont vulnérables à un moment donné où elles ont juste oublié la force extraordinaire et le pouvoir miraculeux de leur individu, de leur être intérieur. Et j'espère vraiment qu'à travers cet épisode, vous aurez compris qu'il y a des solutions et que si ça va pas, il faut aller consulter le médecin, il faut pas en faire un tabou parce que si vous valorisez pas, si vous ne valorisez pas votre fatigue en allant consulter un médecin ou un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, peu importe, il y a personne qui le fera à votre place. D'accord ? Et il y a personne qui va vous donner 100 000 euros ou 1 million d'euros parce que vous allez être fatigué et en hypotension à la maison ou parce que vous allez développer une maladie à cause du stress et de la charge mentale. Parce que le jour où ça vous arrive, en fait, les gens, ils s'en vont. Ils sont là, hop. Moi, j'ai rien vu. Donc il faut impérativement vous valoriser et consulter lorsque ça ne va pas. Et vous verrez qu'en consultant, déjà en faisant ce premier pas, vous allez vous sentir mieux. Parce que vous allez vous honorer la personne remarquable que vous êtes et petit à petit, vous allez vous réconcilier avec elle. D'accord ? Parce que c'est juste qu'elle s'était oubliée, qu'elle s'était cachée derrière tout ça. Et elle demande qu'une chose, c'est de revenir à la surface et de vivre pleinement.